Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter trois portefeuilles d'abonnés que j'ai déjà partagés sur ma page X, parce que pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que je partage des portefeuilles d'abonnés, que ce soit des PEA, des CTO, même des patrimoines entiers. Je le fais anonymement, mais parfois certains abonnés veulent bien partager leur pseudo ou répondent aux commentaires des gens, bien sûr, qui leur donnent leur avis. Et voilà, ils posent des questions. Donc, on va voir un petit peu ensemble trois portefeuilles que j'ai sélectionnés qui sont un petit peu atypiques. On va commencer tout de suite avec cet abonné qui, lui, n'a pas voulu rester anonyme. Il a voulu que je le mentionne. Voilà, VMF 2006, qui a 19 ans, alternant bâtiment électricité, revenu net 1500 euros, prime incluse et vit chez sa mère. Bon, ça, c'est plutôt pas mal quand on est étudiant de vivre chez sa mère, son père, chez ses parents. En tout cas, d'être logé, nourri très souvent gratuitement. Ça permet de commencer à investir comme il a pu le faire et il nous détaille du coup son PEA-PME de 12 500 euros versés sur des actions small cap biotech. Voilà. Et on a les photos. Donc ça, c'est un PEA-PME chez le Crédit Mutuel. Pas la meilleure optimisation, parce qu'il y a des frais de garde. Voilà, le PEA PME, il faut savoir que c'est le petit frère du PEA normal. Vous pouvez investir 75 000 euros en plus des 150 000 du PEA normal sur des small cap, mid cap, voilà, des petites moyennes entreprises. Donc c'est toujours intéressant pour ne pas remplir sa poche du PEA. Bon, après, si vous êtes loin des 150 000 euros, c'est pas grave, mais bon, c'est mieux d'optimiser tout de suite. Donc voilà, il a des small cap biotech. On va pas rentrer en détail, mais alors je ne sais pas s'il a suivi les avis de quelqu'un pour rentrer dans ces biotech ou si c'est lui qui a fait ses propres recherches. Mais voilà, ça c'est un risque à prendre. Il a fait un petit peu pas un all-in sur ça, mais il a mis tout son PEA-PME sur ça. Ça a pas l'air de trop payer, un plus 3, plus 14, moins 7, moins 17. Voilà, sur les 8 actions, plus 14, plus 3, plus 5. Bon, ça va. Il a l'air d'être en positif au global. Mais bon, euh, heureusement que sur son PEA quand même, son PEA normal, il a une base SP500 avec 9 000 euros. Donc, si on cumule les deux, ça doit être du 35-40%, 40% sur l'SP500 et le reste en small cap biotech. C'est sa stratégie, voilà, comme je dis, chacun a sa stratégie. Et il y en a pour tout le monde en bourse, c'est ça l'avantage. Heureusement d'ailleurs que tout le monde n'a pas les mêmes stratégies. Sinon, il a un livret A avec 10 000 euros et un livret jeune 1540. Bon voilà, il a une épargne de précaution, on va dire, satisfaisante pour lui. Je pense que 11 500 euros, au vu de ses revenus, qui vit chez sa mère, tout ça, voilà. Je pense qu'il pourrait même investir un petit peu plus, mais ça, c'est pareil, c'est selon votre profil, votre aversion au risque. Il n'y a aucun souci à avoir 10 000 ou 20 000 euros en épargne de précaution. Même il y en a qui ont 2 000 ou voire rien du tout. Ça, c'est un petit peu plus risqué. Mais tout dépend de votre profil, vraiment. Aujourd'hui, il investit uniquement sur son ETF SP500 capitalisant. Donc, capitalisant, dividende réinvesti. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire qu'il a arrêté d'investir sur ses small caps. Il se concentre sur son SP500, ce qui sera sûrement mieux à long terme. Et donc, ces questions, c'est est-ce qu'il devrait diversifier ses ETF en mixant un ETF SP500 capitalisant avec un ETF dividende qui lui verse des dividendes réguliers. L'idée serait de répartir ces versements mensuels 50-50 entre les deux. Je me dis que si je reste 100% sur l'SP500, arrive un certain montant, j'aurais perdu du temps pour construire un PRU. Ok. Alors là-dessus, je vois pas l'intérêt à 19 ans d'aller sur un ETF dividende. Un ETF dividende, j'en ai présenté dans ma vidéo sur les ETF sur PEA, les ETF sur CTO aussi, j'en ai mis un dans chacun. Je vois pas l'intérêt pour sa stratégie qui est plutôt capitalisante, de faire fructifier son patrimoine. Alors, je n'ai pas ses objectifs globaux, mais là, avoir des dividendes pour en faire quoi, en fait? La question, moi, que je lui repose, c'est ça. Ok, tu vas avoir des dividendes avec ton ETF dividende. Tu vas faire quoi des dividendes? Si tu sais pas répondre à cette question, ou si tu vas me répondre, bah, je vais les réinvestir ailleurs, bah, prends directement un ETF capitalisant. Si c'est pour les réinvestir dans ton propre ETF dividende ou dans le SP500, prends tout le temps
prends tout de suite un SP500 capitalisant, en fait. Ça sert à rien aujourd'hui d'avoir une stratégie dividende si tu ne veux pas vivre de tes dividendes. Si tu me dis, bah, mes dividendes, ils vont me servir à acheter de la nourriture, à vivre, en fait, là, d'accord. Mais là, avec des sommes comme ça, faut vraiment viser la capitalisation, faire fructifier la croissance, quoi. Là, l'ETF dividende, je trouve qu'il est pas nécessaire et le fait l'argument pour construire un PRU intéressant, pareil, enfin, on s'en fiche, en fait, d'un PRU sur un ETF dividende. Ce qui compte, c'est combien il va nous verser de dividendes en fonction du nombre de parts qu'on a. Le PRU, il est important si on fait du stock picking. Là, oui, mais là, sur un ETF dividende, on s'en fiche. Tu pourras changer de stratégie quand tu auras 40 ans, 50 ans. Peut-être que tu auras, je sais pas, un patrimoine à 500 000 euros. Et là, tu pourras peut-être prendre un ETF dividende d'une grosse partie de ton patrimoine pour toucher des dividendes qui te serviront peut-être à payer un crédit, un loyer ou quelque chose comme ça. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, non, je pense pas que ça soit utile. Donc voilà, c'est un peu la réponse aux questions. Et de toute façon, les commentaires, hein, vous pouvez aller voir, ils sont dans mes tweets marquants, des tweets marquants, hein, sur mon profil. Voilà, post marquant, vous avez. Et vous retrouvez ici pas mal de portefeuilles d'abonnés. Donc vous le retrouvez si vous voulez aller voir les commentaires de la communauté, hein, qui lui ont un peu dit ce que je viens de vous dire. Bon, chacun avec son propre avis. Bien sûr, ce n'est pas du conseil en investissement, hein, il faut prendre ça comme un jeu, comme du partage. Le fait d'échanger sur nos patrimoines, c'est sympa et ça permet de parler de bourse parce qu'on n'est pas toujours entouré physiquement autour de nous de personnes qui connaissent la bourse, la finance et qui peuvent nous parler de PEA, de CTO, de crypto, etc. Donc, c'est toujours intéressant de partager sur les réseaux notre portefeuille. Et donc, oui, j'ai oublié, s'il veut changer un petit peu de stratégie, pourquoi pas, avec son PEA-PME, il y a le fonds Indépendance France Small Cap et Mid Cap qui fait du 13% annualisé, par exemple, qu'on peut mettre sur un PEA-PME. Ça, c'est pas mal du tout. Vous pouvez aller voir sur le site Indépendance AM. Hein, c'est un fonds vraiment qui est dispo sur PEA-PME. Moi, j'en ai. Voilà, allez vous renseigner. Hein, je ne vous conseille pas d'en acheter ou quoi, mais allez vous renseigner. C'est un fonds, voilà, qui va vous permettre de pas acheter 20 lignes de petite capitalisation en sachant pas trop ce que vous faites. Là, au moins, vous achetez un ETF. Alors, c'est pas vraiment un ETF, c'est un fonds actif parce qu'il est géré par des géants derrière. Donc, il a des frais de gestion de l'ordre de 2% par an. Mais d'un côté, on s'en fiche d'avoir ces frais de gestion parce qu'ils sont bien rentabilisés par la performance. Hein, 13% net de frais. C'est marqué ici depuis 1993 en performance annualisée. Hein. Si on regarde voilà, sur 5 ans, 65% par rapport à un ETF CAC Mid et Small, 23,2%. Sur 10 ans, la différence est encore plus grande. Pourquoi pas à mettre sur un PEA-PME, allez vous renseigner. On passe au deuxième portefeuille. Là, donc j'ai mis, c'est le PEA SCTO d'un abonné, je l'ai mis entre parenthèses, attention les yeux. Bien sûr, hein, je l'ai mis ici, mais il se doute que beaucoup vont critiquer sa stratégie. J'en avais parlé avec lui. On va voir pourquoi. Donc voilà, 21 ans en alternance, investi depuis 3 ans. Plan d'épargne de 530 euros par mois entre PA et CTO, avec investissement chaque semaine. Alors, l'investissement chaque semaine, déjà, pour moi, c'est pas nécessaire. Voilà, investir chaque mois en DCA, ça suffit. Investir chaque semaine, c'est pas d'utilité. Voilà. Pour moi, il n'y a pas d'utilité. C'est pas ça qui va lisser encore plus votre portefeuille sur le long terme. Pas une fois par mois, ça suffit. Mais bon, ça vous faites comme vous voulez. J'ai juste mon avis. PEA, SP500, World USA, Leverage x2. Oh, donc déjà sur le PEA, 120 par mois, 120 par mois, 25 par mois. Là, on a un triple overlap déjà. Parce que bon, je le dis encore une fois, mais le SP500 est déjà en fait dans le World et le World c'est 70% d'États-Unis. Donc en fait là déjà on a 70% les mêmes actions et en plus on rajoute un ETF USA qui est sûrement en fait un SP500 un petit peu modifié et en leverage x2. Là j'espère qu'il sait comment ça fonctionne. Le faire en DCA je ne conseille pas trop. Hein. Il faut bien connaître comment fonctionne le leverage. Je vous invite à vous renseigner.
sur le bêta slippage, hein, parce que quand ça monte, OK, ça va, tout va bien, mais quand ça baisse, derrière pour retrouver sa performance ou la performance en fait que vous avez, au moment de l'achat, et ben, ça sera pas, 1 x 2 qu'il faudra faire, ça sera plus. Bon, je vous laisse aller vous renseigner si vous voulez des ETF à levier, mais c'est pas, pour moi en plus en DCA, c'est pas la meilleure stratégie, mais bon, c'est que 25 € par mois. Ça lui permet de voir comment ça fonctionne et comme je dis souvent, voilà, quand on commence à 21 ans, qu'on met des petites sommes comme ça, on peut faire des erreurs, on va apprendre. Si ça lui convient, il continuera, si ça lui convient pas, il arrêtera et ensuite on voit sur le CTO, c'est pareil, il nous met il y a, je crois, une vingtaine d'actions et on a 3 € par semaine, 2 €, 5 €, 10 € sur le Golf x3. Bon, bah, s'il a investi en début 2025, très bien, parce que il a dû profiter de la hausse. Donc là, c'est top pour lui. J'ai partagé ce portefeuille le 31 décembre. Donc je ne sais pas s'il avait investi bien avant ou pas. Voilà, mais là, on voit les actions en soi sont pas mauvaises dans les choix, mais prendre du LVMH, du Schneider, il y a quoi d'autre? Du Air Liquide et du Kering sur un CTO, ça reste quand même, dommage. OK, c'est pour DCA parce qu'on peut pas acheter une LVMH, 2 € par semaine sur un PEA. On peut acheter qu'une action entière sur un PEA, donc il va falloir sortir, le 630 €, 640 € actuellement, je crois, pour LVMH. Mais si tu ne peux pas acheter une action LVMH entière, eh ben, tu prends autre chose. Tu vas sur autre chose. Tu prends pas du LVMH parce que là, prendre 2 € par semaine alors que tu peux en avoir sur PEA, enfin, c'est dommage. C'est dommage de prendre des actions françaises, européennes sur CTO, vraiment. Mais sinon, le choix des actions américaines en soi n'est pas mauvais. Bon, il a pris encore une fois les grosses capitalisations qu'on retrouve déjà dans son SP500, dans son World et dans son USA. Donc en fait, il fait pas un triple overlap, non, il en fait un quadruple overlap. Par exemple, Microsoft, là, il a 4 fois. Il a là et là. Enfin, il quadruple tout. Donc voilà, quitte à prendre des actions, allez peut-être chercher autre chose que ce qu'il a déjà dans son PEA. Après, ça, c'est ses convictions perso. C'est comme j'ai dit, il est jeune, il a le temps de comprendre et de changer. Il n'y a pas de mal à changer sa stratégie. Sinon, il a aussi des cryptos, ETH, BTC, Sol, NIR, DOT, Polygon, Algorand, Fetch. Environ 6 à 1000 € sur chacune. Bon, ça, ok. Donc, s'il a entre 6 et 1000 €, c'est qu'il doit avoir, il doit avoir un bon petit billet quand même. Une assurance vie à 50 € par mois, je ne sais pas sur quoi c'est investi. Et concernant son plan d'épargne sur CTO, il compte garder minimum 10 ans, 15 ans et veut quitter la France. Bon, ok. Bon, voilà, hein, c'est encore un PEA d'un jeune abonné. Il découvre, même si ça fait depuis 3 ans qu'il investit, mais si ça lui convient comme ça, peut-être qu'il a des bonnes performances, hein, je ne dis pas, hein, mais il y a meilleure façon d'optimiser son portefeuille. Le troisième et dernier portefeuille, c'est Thomas, 24 ans, qui nous présente son patrimoine, étudiant en deuxième année de master marketing du luxe, voilà, domicilié chez son père. Il a reçu un héritage en 2024 de 150 000 €, donc ce qui permet d'investir correctement. Sinon, il a des revenus de 1 100 € net par mois et il se fait un petit peu plus, entre 200 et 300 € de bénéfices mensuels avec de l'achat-revente. OK. Il a un projet d'achat de résidence principale d'ici 1 an et demi avec un apport de 20-30 K. Bon, je pense que voilà, il a dû garder, voilà, cet apport sur les livrets, bon, voilà, presque 23 000 sur le livret A, LDD 12 000, Livret jeune 1 600. Donc ça va servir pour son apport. Sinon, il a un PA jeune. PA jeune, hein, je l'avais expliqué dans une vidéo, c'est plafonné à 20 000 € tant que vous êtes avec un des parents, en fait, ou vos parents fiscalement. En fait, vous pouvez pas avoir un PEA normal. Vous avez un PEA jeune. Jusqu'à 25 ans, c'est possible. Donc, c'est plafonné à 20 000. Il peut pas mettre plus que 20 000. Donc, il a mis 10 000 sur un SP500, 7 000 sur un stock 600 et 3 000 sur Total. OK. Donc là, voilà, c'est plus cohérent comme PEA que le PEA qu'on a vu juste avant. Hein, il diversifie plus et il n'overlappe pas. Hein, bah voilà, c'est bien. Là, je pense qu'il veut Total Energy pour des dividendes. Et ça, c'est sa stratégie, il fait comme il veut. Et on a un CTO un petit peu plus concentré. J'ai envie de dire tant mieux parce que la somme est quand même conséquente, 73 500 €.
Voilà, mais on retrouve quand même les top actions américaines, mais ça, bon, voilà, c'est ce qui va marcher dans le futur. Je pense que c'est sa conviction, c'est la mienne aussi, mais Amazon, Microsoft, Visa, Nvidia, Meta, Uber, Coca, BlackRock, S&P Global, United Health, voilà, il n'y a pas de souci. C'est des grosses actions, même s'il y a des grosses variations parfois. Hein, je pense à United Health, hein, quand il y a eu le problème avec le PDG qui a été assassiné, voilà, ça avait pris une grosse chute. Mais sinon, on voit qu'il s'expose un petit peu à d'autres pays, hein, avec Alibaba, BYD, Xiaomi. Donc c'est intéressant, son CTO est déjà mieux optimisé et on ne retrouve pas d'actions françaises, européennes dans son CTO. Très bien. Compte courant sur Trade Republic rémunéré 2%, 65 000 euros. Ok. À destiné à investir lors des corrections de marché. Ok. Voilà. Comme quoi, il y a des gens qui ont des grosses sommes sur Trade Republic. Projet d'investissement. Alors, il veut mettre 2-3 000 euros en Bitcoin. Ah oui, il n'a pas encore de crypto. Il veut mettre en Bitcoin. Ok, oui, bah, ça, c'est pas un problème, hein. Sur du long terme, bien sûr, tu peux. Mise en place d'un DCA sur un ETF or. Pourquoi pas, même si l'on est au plus haut, mais s'il investit en DCA, il n'y a pas de souci, il va lisser son risque sur je ne sais pas combien de mois ou d'années il veut le faire. Monter dès que possible son PE à 150 000 euros, j'imagine bien. Même répartition, SP500 Europe. Renforcement de Total sur zone de support, donc décidément, il aime bien Total Energy. Et intérêt pour Air Liquide, hein, l'action bon père de famille que tout le monde a en PEA, ou du moins une grande partie des gens ont en PEA. Allocation future de 20-30 000 en SCPI pour diversification. Ok. Je vais pas parler des SCPI ici. J'en suis de moins en moins fan. Je trouve qu'il y a un peu trop de problèmes avec toutes ces SCPI. Faut vraiment bien la choisir. Euh, c'est vraiment ça selon votre profil. Si vous voulez de l'immobilier papier, hein, c'est de l'immobilier papier, hein, pour les débutants qui regardent. Ça vous permet de pas avoir d'immobilier physique, d'investir dans en fait une entreprise qui va gérer plein de biens immobiliers, qui va vous reverser des loyers. Et il y a un prix de la part. Le prix de la part peut évoluer à la hausse ou à la baisse. C'est ça le problème. Sinon, bon, voilà, il a un objectif liberté financière à 45-50 ans et il a 24 ans. Ok, donc il se donne 20-25 ans pour avoir la liberté financière. Bah écoute, bonne chance à toi. Et veut s'expatrier lui aussi, encore un, avant 804 patrimoine afin d'optimiser la fiscalité et l'exit tax. On voit qu'il est bien renseigné. Il connaît le patrimoine à ne pas dépasser pour pas avoir l'exit tax. Bon, bah c'est très bien tout ça. Le troisième, bien sûr, est beaucoup plus optimisé que les deux d'avant. Mais voilà, ça vous montre un petit peu plusieurs stratégies qui sont adoptées par des jeunes Français. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos où je vous présente une quinzaine d'ETF sur CTO qui sont disponibles que sur CTO. Et sinon, il y a une autre vidéo où je vous présente une vingtaine d'ETF, cette fois éligibles au PEA. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.